incident pour la simple raison que personne n'est lien avec ce que nous faisons ici. À mon avis, par conséquent, l'accusation ne devrait pas être autorisée à poursuivre sur cette ligne. Le témoin a déjà donné une réponse au sujet de cet incident, sur ce qu'il en sait. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre au-delà. Le président, la défense de M. Blégoudet sur ce point? Je pense qu'en plus, il nous avait été, je ne sais pas si je peux le dire en audience publique, il nous avait été annoncé qu'il y aurait un papier qui nous aurait permis de continuer en audience publique. Et puis en plus, comme on l'avait déjà souligné, ce sont des incidents qui ont été déjà rapportés en audience publique à Abidjan. Donc, il n'y a même pas d'auto-incrimination pour terminer. Donc, je pense, à mon avis, qu'on pourrait rester en audience publique. Thank you, Mr. President. I've heard this. L'avocat du témoin, j'ai entendu cet argument à de multiples reprises de la part de Maître Bougnon. Et il s'agit de la question de savoir si l'auto-incrimination existe ou pas. Peut-être que Maître Bougnon pourrait nous indiquer une norme, une règle, un principe de droit qui disent que lorsqu'il y a eu déjà quelque chose qui pouvait être auto-incriminant, eh bien que cela nous permet d'éviter l'application de la règle 74. J'ai essayé de trouver cette référence, j'ai beaucoup cherché, j'ai été à la bibliothèque et je dois dire que je n'ai rien trouvé. Peut-être Maître Bougnon pourrait-il nous aider à cet égard. Le Président, merci. J'aimerais que je n'aimerais pas que vous vous adressiez directement à un collègue, mais plutôt à la Chambre. Monsieur Demirjan, eh bien, en ce qui concerne la première objection, l'objection en ce qui concerne la pertinence des questions, elle a trait aux actes et comportements du FDS pendant la période pertinente pour les charges. Ce sont des éléments de preuve en ce qui concerne une tendance, les crimes commis par les membres du FDS. Donc, je pense que ça peut effectivement conduire à une preuve. En ce qui concerne la deuxième partie de l'objection, l'implication ou non du témoin, ça c'est une question que nous n'avons pas encore abordée. C'est quelque chose qui va venir dans les questions qui vont suivre. Maître Ochi, pour votre information, je sais que vous souhaitez que nous nous consultions sur ce point. Pour votre information, sur Simone Gbagbo, cette information a fait l'objet d'une discussion en public, totalement en public, de manière à ce que tout le monde ici en soit informé. Le Président. Nous allons nous concerter et revenir dans 5 à 10 minutes. Nous levons la séance. We will il a été appelé Junior Gbagbo. Lui-même, son prénom, c'est Junior. Après Junior Gbagbo, Gbagbo, pourquoi? Parce que il disait qu'il aimait le président Gbagbo plus que nous, les Ivoiriens. Donc, on l'appelait Gbagbo Junior, Junior Gbagbo. Avait-il une relation quelconque avec le président Gbagbo? Pas à ma connaissance. Monsieur le témoin, durant votre entrevue, on a déjà vu que vous aviez dessiné un croquis du GPP. On l'a montré il y a quelques jours. Vous avez préparé aussi un autre croquis
de l'organigramme du pouvoir du FPI, n'est-ce pas? Oui. Qui l'a préparé exactement? Moi qui ai fait le coquille. D'accord. Could we display your honors CI? Monsieur Demirjian, est-ce que nous pourrions faire afficher, s'il vous plaît, le document suivant sur les écrans, CIV OTP 0060 0011, le président. Avant que nous n'affichions le document, je voulais vous demander, je ne sais pas si ça a été dit, mais ce Junior Gbagbo n'était pas ivoirien, n'est-ce pas? De quelle nationalité était cet homme appelé Junior Gbagbo? Monsieur le Président, Junior Gbagbo, c'est un combattant libérien. C'est un combattant libérien. OK. Thank you. Le président, merci. Confirm the level of confidentiality. Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez confirmer le niveau de confidentialité de ce document? Monsieur Demirjian, c'est un document public. Je m'excuse, monsieur le témoin, mais sur la dernière question du président, est-ce que vous savez si Junior Gbagbo avait eu des relations avec le président Gbagbo? J'ai répondu, j'ai dit qu'à ma connaissance, non. That's fine. Monsieur Demirjian, très bien. OK. Le croquis qui apparaît devant vous, est-ce que vous le reconnaissez? Oui. D'accord. Pouvez-vous nous dire tout d'abord comment est-ce que vous l'avez préparé? Comment est-ce que vous l'avez... C'est un croquis avec 5 grandes cases. Donc, oh, il y a une case, et en dessous de cette case, il y a une deuxième case. Et en dessous de la deuxième case, il y a 3 autres. Et les noms que nous voyons sur ce document-là, est-ce que ce sont des noms que vous avez rédigés de vous-même ou bien est-ce qu'ils vous ont été suggérés? Non, ce sont des noms que j'ai rédigés moi-même. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais passer à un autre sujet. Je m'excuse, monsieur le témoin. Juste une question à propos de ce croquis. Nous voyons au haut du croquis le palais présidentiel et nous voyons plusieurs noms juste à côté. Nous notons par contre que le nom du président ne fait pas partie de ce croquis. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? C'est parce que les noms des personnes qui ont été... Ce sont les noms des personnes qui, à ma connaissance, ont déjà fait état de ce qu'elles avaient des relations avec la Classe patriotique et les mouvements qui sont attachés. Et donc, expliquez-nous, donc, par rapport à ça, expliquez-nous pourquoi nous voyons le nom de la première dame, Madame Simone Evier Gbagbo. Comme j'ai expliqué que les membres, les leaders de la Galaxie patriotique recevaient les moyens de certaines personnalités, dont la première dame. Et les ministres là aussi, comme
Et ces personnes aussi que j'ai citées ont déjà eu des, des relations, j'ai été en relation avec des, des mouvements comme la FESI, ou bien soit le GPP, ou bien soit les parlements Agora. Donc, j'ai mis ces noms. D'accord. Une dernière question. Pour quelle période est-ce que ce croquis est valable dans le temps? Je n'ai pas défini une période en tant que telle, mais comme je dis, c'est déjà à partir de, déjà à partir de 2003, jusqu'à ce que, à la fin de la crise politique de 2011. D'accord. Alors, on peut commencer à d'abord, on va s'assurer que le témoin est sur Evidence 2. D'accord. Des morts, des corps calcinés, plusieurs blessés par balles, une mosquée, des habitations et plus d'une vingtaine de minibus incendiés. Voici la contre-offensive des jeunes patriotes dans la commune de Yopougon. Ces barricades constituent un poste de contrôle tenu par des militaires et des jeunes patriotes. Il y en a une vingtaine dans la zone dirigée par le commandant Magui Le Tokar. Depuis 4 jours, il est garant de la sécurité des civils dans le centre de Yopougon. La commune a été divisée en 6 parties, chacune a son commandement en chef. 2 objectifs, mobiliser les jeunes contre l'ONUCI, la Force Licorne et les rebelles. Aujourd'hui, pour circuler, il faut montrer patte blanche à ces civils armés. Tous les véhicules sont minutieusement fouillés. Nous avons décidé de nous organiser par groupe, dans les quartiers, par groupe d'autodéfense, avec les moyens que nous avons. Mais là, maintenant, nous sommes prêts. S'ils viennent les armes, nous allons les attaquer avec les armes. S'ils viennent avec les machettes, on va les attaquer avec les machettes. Très bien. Premièrement, monsieur le témoin, est-ce que vous avez reconnu un petit peu les lieux sur cette vidéo? Je n'ai pas reconnu particulièrement les lieux. C'est que c'était à Yopougon, puisque c'était la zone de... À l'écran, nous avons vu Magui Le Tokar, donc lui, il est identifié. Mais est-ce que vous avez reconnu d'autres personnes dans cette vidéo? On a vu des éléments qu'il a déjà vus, bon, on ne les connaît pas de nom exactement. Des éléments qu'il avait déjà, certains éléments qu'il avait déjà vus auparavant. Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président, excusez, mais on n'a pas la date de la vidéo dans les méthodes. On n'a pas la date de la vidéo. Ça n'a pas été fourni par l'accusation. OK. Mr. Prosecutor, have you... Le président, très bien. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez une date pour cet extrait vidéo? Could you... Well, I don't think you could ask the... Je ne crois pas que vous puissiez demander, ou peut-être demander au témoin s'il sait à quelle période ces faits se sont déroulés. Ces faits ont été filmés. Yes, just a second, please. Oui, monsieur le témoin, au vu de ces images, êtes-vous capable de nous donner une période approximative de quand aurait été enregistré ce vidéo? Je pense que je l'avais dit auparavant que c'était au mois de mars 2011 que ces genres de vidéos-là m'avaient été fait parvenir. Il y a des éléments qui étaient à Yopougon. Comme il a dit, bon, c'était des vidéos,
des corps brûlés, ben, bon, il n'y a pas de vidéo où les éléments étaient même en train de commettre ces actes-là. Il y avait des vidéos que les éléments ont filmées et que certains avaient sur le téléphone au mois de mars 2011. S'il vous plaît. Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président. Je pense que dans le protocole sur les e-courtes, il y a l'obligation de fournir aux parties les dates des métadonnées des vidéos qu'on fournit. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas les dates. No. No, I just... Le président, non. Moi, je m'étais dit, d'abord, on demande aux témoins, et ensuite, eh bien, maintenant, ça va être monsieur le procureur qui va nous donner la date. Je pense qu'il est en mesure de le faire, n'est-ce pas? Monsieur Desmédiors, d'après les métadonnées dont nous disposons, ça a été téléchargé le 6 mars 2011, donc c'est la date. Chacun a son commandement en chef, avec deux objectifs, mobiliser les jeunes contre l'ONUCI, la force Licorne et les rebelles. Alors, pouvez-vous nous dire d'où est-ce qu'aurait reçu leur instruction? Maître Bougnon. Monsieur le Président, nous sommes carrément dans la spéculation. Le témoin vient de dire, je ne reconnais pas les lieux, je n'y étais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut lui demander de qui on aurait reçu des instructions à partir de commentaires qui sont faits dans une vidéo? On ne sait pas qui fait les commentaires et on demande aux témoins d'analyser ces commentaires-là. Nous sommes dans la spéculation, Monsieur le Président. Can you reformulate? Pouvez-vous reformuler et puis décomposer la question? Monsieur le témoin, hier, vous vous rappelez que vous nous avez parlé de barrages et de fouilles. Okay. Sur cette vidéo, nous voyons tout d'abord, est-ce que vous avez vu quel genre d'activité était menée à ces barrages-là? Je vais expliquer qu'à ces barrages-là, on procédait aux fouilles des véhicules et aussi de certains piétons qui étaient jugés suspects par les éléments qui étaient à ces barrages. Et à votre connaissance, est-ce que cela a été effectué par les unités de Magui Le Tocard? Et comme je l'ai dit, toutes les unités du GPP qui avaient reçu les mêmes instructions, qui dirigeaient ces barrages-là, c'était les mêmes procédures qui étaient appliquées. Et pouvez-vous nous confirmer d'où venaient ces instructions? Moi, je me l'ai dit que ces instructions avaient été données par le commandant. Je les ai reçues directement de Boiseau. Boiseau a reçu l'instruction. Et bon, c'était l'instruction du commandant qui a demandé à ce qu'on mette les éléments en distribution afin qu'ils puissent ériger des barrages dans différentes positions. Déjà, depuis ce moment-là jusqu'à moi, ces barrages-là ont été maintenus jusqu'à ce que la crise prend fin. Même pendant les affrontements, il y avait toujours des checkpoints de ces gens-là. J'aimerais qu'on vous montre un second extrait de cette vidéo qui commence à 1 minute 35, s'il vous plaît. Chaque jour, depuis le déclenchement de la crise post-électorale, c'est ici que le commandant Magui rencontre les jeunes patriotes. Sur ce terrain vague, situé non loin du commissariat du 16e arrondissement, près de 900 jeunes sont à ses ordres. Certains sont armés de Kalachnikov, d'autres d'armes blanches. Parmi eux, une cinquantaine de jeunes femmes. Tous
sont prêts à mourir pour défendre leur président Laurent Gbagbo, élu d'après le Conseil constitutionnel. Ils n'ont qu'à aller où ils veulent. Nous, si c'est pour mourir, là, on est prêts. On est prêts. Et s'il le faut, écrions et fort. Nous sommes arrêtés à 2 minutes et 28 secondes. Merci. Monsieur le témoin, on parle ici d'un terrain vague. Est-ce que, tout d'abord, vous avez reconnu ce terrain vague? Oui, oui. Où est-ce que c'était? C'était devant le bureau de Magui Le Toka. Qui était situé où? Juste à côté du commissariat du 16e arrondissement. Je l'avais déjà dit. Très bien. Hier, vous nous avez mentionné, et c'est à la page 41 des transcripts, T89, que vous croyez que c'était en janvier ou en février, donc je commence à la ligne 13, à votre connaissance, il y a eu un rassemblement de la jeunesse, des jeunes patriotes, un rassemblement qui a été convoqué par M. Blégoudet-Charles, et ensuite, après ce rassemblement, il y a eu un message où il a demandé à ce que les jeunes bloquent les Français et conduisent les soldats français et l'ONUCI, qui avait une mission officieuse d'armer les jeunes du RHDP et d'aider les rebelles à venir à prendre le pouvoir. Donc, tout d'abord, je voudrais vous demander, est-ce que c'était le seul appel ou bien est-ce qu'il y a eu d'autres appels à faire barrage aux soldats français et à l'ONUCI, spécifiquement par M. Charles Blégoudet? Je ne sais pas si c'était le seul appel. Et d'abord, comme il a dit, bon, moi, je n'assistais pas au rassemblement, le rassemblement des politiques. Là, moi, je n'y participais pas. Et, bon, comme il a dit, je ne prenais souvent pas à certaines missions. Donc, je ne sais pas qui je pouvais croiser dans des rassemblements. J'évitais, la plupart du temps, c'était filmé. Tout ça là, donc j'évitais. Bon, la télévision aussi, bon, pas le temps aussi pour aller à la télévision. Je ne vais pas vous dire alors si c'était la seule fois ou s'il y avait plusieurs. Très bien. Your Honors, could we please... Monsieur Desmédigens, pourrions-nous s'il vous plaît passer à huis clos partiel? Parce que ma prochaine question pourrait éventuellement incriminer le témoin, le président. Très bien. Huis clos partiel, s'il vous plaît. We're back in open. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Monsieur le président, très bien. Monsieur Desmédigens, c'est à vous. Monsieur Desmédigens, merci. Monsieur le témoin, êtes-vous au courant d'une opération menée par Magui Le Tocard à Port-Bouët 2? Oui. Pouvez-vous nous dire quelle était cette opération et quand est-ce qu'elle a eu lieu? L'opération la plus notable, parce que la zone de Port-Bouët de GESCO, bon, Magui a mené plusieurs opérations là-bas. C'est que les éléments aussi du camp. L'opération notable, c'est celle où il y a eu des tirs de RPG dans le quartier. Février-mars 2011. Là, il y a eu vraiment beaucoup de morts parce qu'il y a eu c'était des RPG, des choses, des fusils mitrailleurs. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de morts.
cet incident où il y a eu des tirs de RPG, Maggie Otokar, est-ce qu'il était en opération seul ou était-il en compagnie d'autres unités? Cette opération a été menée conjointement avec un membre de la BAE. Et comment savez-vous cela? J'ai joint Magui d'abord, puis il y avait des opérations. Dans la mesure du possible, en tout cas, même si je n'étais pas informé, au moins mémoire a été informé. Il y en avait une flotte, on pourrait se transmettre des informations. Et on m'a expliqué qu'ils avaient fait une descente avec du commandant Loba. Et pour vous deux. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de morts. Alors, tout d'abord, vous avez dit qu'il y avait des tirs de RPG. Sur qui est-ce qu'ils tiraient? Est-ce que vous avez appris cela? D'abord, il y avait d'abord les populations de ce quartier-là qui étaient en majorité. Un quartier en tout cas qui est en majorité en tout cas habité par les Maliens, les Burkinabés ou bien soit les habitants du Nord. C'est un quartier de Yopougon comme Obo 2, ou Mossikoro par exemple. C'était les quartiers en tout cas qu'on avait déjà ciblés, qui étaient comme les quartiers vraiment majorité habités par les partisans du RHDP. C'était une liste de points sensibles, à surveiller. Donc, le quartier Pauvre 2, lorsque ils sont arrivés là-bas, il y avait d'abord une émeute. Parce que, bon, d'abord, la BAE, la brigade anti-émeute. Lorsqu'il y a une insurrection de la population civile, par exemple, la BAE intervenait. Les populations de là-bas avaient commencé à faire des revendications, se rassembler, faire aussi les barricades pour empêcher l'accès les quartiers, bon, puis il y a la salle président, les gens, des choses comme ça. C'est à ça que il y a les éléments de Loba avant. Je pense qu'il y a eu une certaine résistance de la population qui les empêcher de rentrer dans le quartier. Ils ont les armes. Il faut dire que d'abord, dans la conversation que j'ai eue avec Magui, d'abord avant ça même, j'avais déjà fait des opérations avant même au niveau d'Abobo, avec même les mêmes éléments de la BAE. Parce qu'à Bobo, il y avait un blindé de la BAE qui avait été brûlé en décembre 2010. Déjà, les éléments de la BAE déjà, est-ce qu'on parlait déjà même des marches des RHDP, déjà même, c'était déjà un certain état d'esprit. Et nos éléments aussi, bon, vraiment. En tout cas, on avait la particularité d'avoir demandé des répressions très violentes. Surtout, en tout cas, les éléments de Magui. Et je veux être absolument clair ici parce que vous avez parlé qu'il y avait la population donc à Port-Bouët qui s'était rassemblée et vous avez dit que Magui et les éléments de colonel Loba ont voulu rentrer, ils ont été empêchés. Et là vous dites que c'est suite à cela qu'ils ont usé les armes. Alors je veux être absolument clair, ils ont usé les armes sur qui? Sur les manifestants. Avez-vous appris le nombre de morts? Non, non.
Très bien. Monsieur le témoin, durant les opérations de la fin du mois de mars ou début avril, durant ces dernières semaines avant l'arrestation du président Gbagbo, pouvez-vous nous dire avec quel officier au sein de la FDS est-ce que vous étiez en contact? Les officiers au sein du FDS avec lesquels cité le commandant Kipé. C'est du le capitaine Zoloa, M. Cosbemo, le commissaire Kabila, le commissaire du 11e arrondissement, Ville. Le commissaire était, avant d'être au 11e arrondissement, il avait été commissaire du 7e arrondissement, donc chez la base. Il connaissait quand même et lorsque nous avons les éléments pu sécuriser Villeneuve-Ville, lui, il avait repris le travail. Donc, en contact. Durant cette période, est-ce que vous avez participé avec des opérations avec un commandant CK? On a appuyé le commandant CK un combat armé au niveau du 22e arrondissement. Du 22e arrondissement. C'était début avril 2011. Et le commandant CK c'était qui à votre connaissance? Le commandant CK, c'était le décan de Simon Gbagbo. Et quel est son nom complet? CK Yapo Anselme. En tant qu'aide de camp de la première dame, Mme Simone Gbagbo, avait-il des éléments à sa disposition? Il avait des éléments à sa disposition. Est-ce que ces éléments avaient un nom? Alors, le commandant CK, c'est un gendarme, c'est un officier supérieur de la gendarmerie. Il avait des éléments qui sont à lui. Les éléments sont des gendarmes. C'est pas maintenant. La question, c'est pas. Donc ces éléments, est-ce qu'ils faisaient partie d'une unité qui avait un certain chiffre ou un nom quelconque? Officiellement, il n'y a pas de nom. Mais officieusement, c'est que, bon, on appelait. Officieusement, il commandait certaines opérations, des gens de l'opération dans les enlèvements, par exemple, les éliminations physiques et les assassinats. Donc, bon, le nom là, c'est pas d'où c'est venu, mais dans la presse, quand les gens parlaient de ces gens d'assassinats ou d'enlèvement, on ne retrouvait pas les personnes, ou bien soit de maintenant élucidées, ou des personnes armées, des personnes enterrées, bien soit des personnes armées venaient chercher, enlever des personnes à leur domicile, bien soit dans certains lieux, et qu'on les retrouvait morts, bien soit qu'on ne retrouvait plus les corps. Bon, la presse, en tout cas, appelait ces gens d'opérations-là, les opérations de l'escadron de la mort. Mis à part la presse, vous, personnellement, est-ce que vous avez connaissance de certaines opérations comme celle que vous venez de nous mentionner, d'enlèvement ou d'élimination physique,
qui implique ces officiers sous le commandant Seka. Ces unités-là, ces unités-là, ces unités-là ont commencé à opérer depuis 2002, depuis avant que moi-même j'entre au GPP. Et là, même, on a commencé à opérer même, il y a eu le coup d'État. Il y a eu soit des personnalités connues, ou soit inconnues, mais les gens, ils ne savent pas pour quel crime qu'on leur reprochait, mais en tout cas, qui étaient jugés, bon, les ennemis de la République, les personnes qui représentaient un danger pour la sécurité nationale. Ces personnes-là qui étaient ces gens des personnes-là qui étaient assassinées. Donc vous parlez de l'opération depuis 2002, mais durant la période de la crise post-électorale. Durant la période de la crise post-électorale, il y a eu des enlèvements au niveau de Abobo. Bon, nous, les opérations que nous avons menées, même au niveau de Sable, de Bougon-Sable, au niveau même d'Abobo, même au niveau de la Djamé, comme j'ai parlé. Ce sont les mêmes genres d'opérations. Ce sont des opérations, on arrive en cagoulé. Si on sait que c'est des militaires, qu'est-ce qu'ils prouvent? On vient, on enlève les personnes, on s'en va. Personne, quand on finit, on quitte là. On n'en parle pas, personne ne sait comment ça s'est passé. Peut-être les parents vont dire, bon, j'ai perdu mon parent dans telle circonstance, les genoux vont en parler, bon. Mais ça s'arrêtait là. La presse, quand la presse en parlait, il disait que bon, c'était les escadrons de la mort. On a dit, nous, on avait nos missions qu'on menait, mais nous n'étions pas les seuls. Et donc, encore une fois, mis à part la presse, est-ce que dans votre réseau, est-ce que ces informations ont été confirmées? Oui, puisque nous moi personnellement, puisque souvent, j'ai participé à ces genre d'opérations. C'était confirmé. The interpreter didn't understand. Le président l'interprète n'a pas compris. Vous pouvez répéter? Je participais souvent à ces genre d'opérations, donc je peux dire que c'était confirmé. Parce que si nous, moi par exemple, j'ai participé à une opération, je pouvais entendre d'autres éléments en parler, même s'ils ne savaient pas que c'était opération. Et même qu'ils allaient en parler pour dire, ah, ça là, c'est l'escadron qui a géré ça ou bien qui a fait cette mission. Mais moi, j'irais m'asseoir, faire comme si de rien n'était, mais de même aussi, quand d'autres personnes aussi menaient ce genre d'opération, l'information aussi circulait dans notre sein du GPP, bon, au sein aussi des éléments avec qui nous aussi on ne prenait pas. Souvent, on savait qui avait fait ça, mais même si on ne savait pas, on savait déjà comment s'organiser, parce qu'on savait comment aussi nous, les autres étaient acheminés, que nous, on faisait nos missions. Je m'excuse, on me demande de vous demander d'épeler le nom de Osé Logué. C'est le commissaire, c'est ça, commissaire Osé Logué. Pouvez-vous l'épeler, s'il vous plaît? Osé, c'est O-S. E accent aigu, E muet. Logué, L-O-G-U, E accent aigu. L'avocat du témoin, est-ce que je peux avoir 2 secondes avec le témoin, s'il vous plaît?
Prosecutor? Le président, monsieur le procureur. Et moi, est-ce que durant la période du mois de décembre à avril décembre 2010 à avril 2011, vous avez aussi eu des contacts avec le général Dogbo-Blé? Le général, oui, on a eu contact avec le général. C'était pas une réunion, hein. C'était pas une réunion. Bon, je ne sais pas s'il a expliqué, mais lorsque en dehors des cartes du GPP, nous avons des cartes militaires. Donc, parce que lorsque on menait certaines opérations, j'étais en civil. Et donc, on transportait des armes de guerre, évidemment. On était dans des voitures banalisées. Donc, pas de contrôle. Si on arrivait à un poste de contrôle, par exemple, dans ces cartes militaires qu'on présentait. Donc, moi, personnellement, c'était l'unité, la carte, l'unité à laquelle il appartenait, c'était la garde républicaine. Donc, s'il y avait lieu de vérification, ils allaient appeler soit le commandant qui peut le général, c'était le chef de corps, et confirmait que, effectivement, c'est un élément de la garde républicaine. Savez-vous jusqu'à quand il est demeuré à son poste? Je pense que le général, il était à son poste, il a demeuré à son poste jusqu'à la fin de la crise. D'accord. Pouvez-vous nous dire, monsieur le témoin, si vous savez jusqu'à quand Charles Blé Goudet est demeuré à Abidjan durant cette période après les élections? Mais Charles Blé Goudet a quitté Abidjan le lendemain de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, le 12 avril. Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, où est-il allé et comment? Et brièvement. On était d'abord réfugié à Rivera 2, à Rivera Toban, pardon. Une résidence. Et de là-bas, c'est de là-bas qu'il a demandé sa sortie. Donc, il est passé par Benjerville et pour pouvoir contourner Port-Louis, tout ça, pour sortir à Mossoul, pour rentrer au Ghana. Comment savez-vous cela? D'abord, avant qu'il ne parte, il est passé d'abord à la résidence d'abord du président de la République. Et de là-bas, nous l'avons escorté jusqu'à la résidence Maya à Toban. Nous, c'est qui, nous? On était avec sa garde. Il était avec sa garde. Nous étions aussi dans notre véhicule avec des éléments, A52, et Darwa, Jean-Claude aussi, Benito, il avait déjà cité. Nous l'avons escorté jusqu'à la résidence Maya qui est à Toban. Le président et vous-même? Et vous-même? Nous l'avons escorté. Ok. Et savez-vous comment est-il rentré au Ghana? Bon, de la résidence Maya, il est passé par Benjerville, il a traversé par l'eau pour rentrer à Mossoul. Ça, je ne sais pas si c'est vérifié, mais l'information que, lorsqu'on était en exil, l'information qu'on a reçue, c'est qu'au niveau de là-bas, il avait reçu l'aide de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football,
s'appelle là, monsieur. Je ne me rappelle pas, le nom ne me vient pas. Peut-être juste un instant. Vous, vos éléments du GPP, jusqu'à où est-ce que vous l'avez accompagné? Moi, j'ai participé au convoi lorsqu'on l'envoie à la résidence Maya. Et lorsqu'il devait sortir, moi, je n'étais pas présent lorsqu'il devait sortir. C'était Stéphane A52 qui était déjà dans la zone là-bas, de la Rivera, qui participait. Donc, c'est lui qui m'a expliqué comment est-ce que il l'a escorté de là-bas jusqu'à Benjerville, où il a rejoint Mossou pour pouvoir rentrer au Ghana. Est-ce que vos éléments ont été payés pour cette opération? Pas dit payer. Il y a eu un geste pas de quoi de Chab Goudé, Jean Blédé, qui a mis l'argent à chose 52. D'accord. Juste une petite clarification sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le général Dogboublé avait été à son poste jusqu'à la fin de la crise. Alors ma question auparavant, c'était de savoir si vous avez eu des contacts avec lui, est-ce que vous avez eu des discussions. Et votre réponse, c'était de dire que vous appeliez des fois la garde républicaine pour vérifier l'identité d'individus. Alors, juste pour être clair, est-ce qu'avec lui, vous avez eu des échanges? Je n'ai pas dit que j'ai appelé pour vérifier l'identité d'individus. J'ai dit que lorsque nous menions des opérations avec les forces de défense et de sécurité, des opérations clandestines par exemple, nous avions, puisque nous déplaçons dans des véhicules banalisés en civil, parce qu'on ne devait pas pouvoir remonter après, savoir, parce que si on se met en tenue, en fonction du béret ou bien soit des galons, on peut savoir quelle unité des forces de défense et de sécurité avait mené l'opération. Donc, les enquêtes pourraient suivre et remonter. Donc, quand on est en civil, quel que soit le corps auquel tu appartiens, même que ce soit au GPP, lorsqu'on arrête des éléments qu'on veut vérifier leur identité, on peut forcément se référer au commandant ou au chef de corps. Donc, dans le cas où cela se ferait, puisque moi, si le joker militaire que j'avais, c'était marqué que l'unité, au niveau de l'unité, c'était garde républicaine. S'il y avait lieu à un barrage, l'élément du chef de poste peut vérifier. Alors il appelait et confirmait que non, cet élément-là, effectivement, c'est un élément de la garde républicaine. Et nous, on continuait. Les 2 fois que vous avez été à la résidence, est-ce que vous l'avez vu là? Non, je n'ai pas vu personnellement. Vous avez mentionné l'ancien président de la Fédération de football. Oui, c'est Jacques Anouma, son nom. Jacques Anouma. Avez-vous entendu du nom Thierry Legré? Oui. De qui s'agit-il?
Thierry Legré. Délégré, c'est pas lequel est Thierry. Hein, bon. Moi, j'ai entendu parler de Délégré en tout cas, mais c'est pas lequel est Thierry. Mais bon. J'ai entendu parler de Délégré. Thierry, il y a un Legré qui était dans la Galaxie patriotique, mais il y a un autre aussi Legré qui avait été cité dans une histoire d'enlèvement et d'assassinat aussi. Je ne sais pas duquel il s'agit. Your Honors, I see the time. Just to... Je vois l'heure. J'en aurai encore pour 5 minutes à peu près après la pause pour terminer. Le président, si c'est 5 minutes, s'il s'agit de 5 minutes, on pourrait poursuivre si c'est vraiment 5 minutes. Monsieur Demirjian, je préférerais bénéficier de la pause pour vérifier que je ne me répète pas. Le président, donc, ce n'est pas 10 minutes, c'est bien ce que je pensais. Maître Bougnon. En fait, si l'accusation continue un peu plus longtemps après la pause, je vous suggérerais d'ajourner parce que je ne pourrais pas commencer après 30-45 minutes pour arrêter, pour pouvoir continuer. Ça sera contre-productif pour ce que j'ai envie de faire. C'était juste une suggestion. Soit c'est 5 minutes vraiment. Si c'est après 5 minutes, on pourra commencer, mais si ça dépasse une demi-heure, parce que 5 minutes, on sait tout ce que ça veut dire ici, on ne peut pas interroger en 5 minutes. Et donc si on dépasse une demi-heure, on sera obligé d'ajourner pour que je puisse commencer. You wouldn't believe it, but Le président. Vous n'allez pas le croire, mais j'avais vraiment prévu cela. Enfin, nous revenons à 14h30. Vous aurez quelques minutes. S'il s'agit bien de quelques minutes, nous reprendrons avec le contre-interrogatoire de la défense. Nous levons la séance.